La vallée de la Loire possède une beauté presque indécente. Le matin, lorsque la brume se lève lentement au-dessus du fleuve, les vignes semblent flotter dans un rêve. Les châteaux de pierre claire apparaissent comme des fantômes élégants et les jardins respirent cette paix ancienne que les siècles n'ont jamais vraiment troublée. C'est là que je vis. Je m'appelle Marie-Noël. J'ai 68 ans. Je suis veuve depuis 9 ans. Les gens disent souvent que je suis une femme fragile. Ils parlent de mes mains qui tremblent légèrement quand je tiens une tasse de thé. Ils évoquent les médicaments que mon médecin m'a prescrits après la mort de mon mari. Ils observent mes silences prolongés, comme s'ils étaient des signes d'un esprit qui se perd. Je les laisse croire cela. La faiblesse, voyez-vous, est parfois le plus confortable des déguisements. Ce matin-là, la lumière de novembre glissait à travers les grandes fenêtres de la bibliothèque. Les rideaux de lin bougeaient doucement sous l'air froid venu du jardin. Sur la table basse, un catalogue de vente aux enchères était encore ouvert. Une page marquée d'un ruban. Un Degas. J'avais vendu ce tableau 3 semaines plus tôt. Un plan rapproché sur mes doigts. Il caressait encore le papier comme s'il s'agissait d'une peau familière. Je n'ai jamais aimé vendre mes tableaux, mais mes fils avaient besoin d'aide. Julien, l'aîné, avocat à Paris, ambitieux, brillant, toujours pressé. Benoît, le cadet, architecte talentueux, mais incapable de résister aux promesses d'investisseurs trop charmants. Les dettes arrivent toujours vêtues de belles paroles. J'ai donc vendu ce Degas, et un petit Corot, et une aquarelle de Boudin que mon mari adorait. Une mère ne compte pas, elle donne. Je levai les yeux vers la grande horloge au-dessus de la cheminée. La pendule indiquait 10h30. Julien devait arriver pour le déjeuner. Dans le jardin, Marc, le jardinier, coupait les rosiers d'hiver. Le bruit régulier du sécateur entrait dans la pièce comme une respiration. Je me levai lentement. Un léger vertige, très pratique ces vertiges. Lorsque Julien entra 1 heure plus tard, il posa sa serviette de cuir sur la table comme un chirurgien déposerait un instrument. « Maman, tu devrais t'asseoir. » Sa voix avait cette douceur étudiée que les avocats utilisent devant les jurys. Je souris. Un sourire calme, presque absent. « Je vais très bien, mon chéri. » Benoît arriva quelques minutes plus tard, les cheveux encore humides de pluie. Il embrassa l'air près de ma joue, distrait, déjà occupé par son téléphone. Je les regardais, toujours avec tendresse, toujours avec cette patience que seules les mères possèdent, mais aussi avec autre chose, une distance. Le déjeuner fut impeccable. Marc avait préparé un chinon 1988 que mon mari avait conservé pour les grandes occasions. Julien parla de fiscalité. Benoît évoqua un projet d'hôtel contemporain à Tours. Et au milieu de leurs phrases, il glissait parfois des regards vers moi, discrets, évaluateurs, comme si j'étais un objet fragile dans une vitrine. « Les médicaments te fatiguent encore ?» demanda Benoît. Je haussai légèrement les épaules. « Un peu. » Julien posa doucement une main sur mon bras. « Nous voulons simplement t'aider, maman. »« Aider. » C'est un mot magnifique. C'est aussi le mot que l'on prononce juste avant de prendre quelque chose. Je baissai les yeux vers mon verre. Plan rapproché. Le vin rouge tourne lentement dans le cristal. Julien sortit alors un dossier de sa serviette. « Rien de compliqué, dit-il. Simplement une mesure de protection temporaire. » Je levai les yeux. Une sorte de gestion du patrimoine, pour t'éviter les soucis. Une procuration, un family trust, des signatures, des mots très élégants pour dire une chose simple, le contrôle. Je laissai passer un silence, puis je souris doucement. Bien sûr. Le soulagement passa dans leur regard comme une ombre rapide. Ils croyaient que je ne comprenais pas. Ils croyaient que la vieillesse était une nuit. Ils oubliaient une chose. Les vieilles femmes voient parfois mieux dans l'obscurité. Je pris le stylo. Mes doigts tremblaient, mais mes yeux, eux, restaient parfaitement immobiles. Et dans ma montre, presque invisible, la petite lumière verte de l'ancien système de sécurité clignotait doucement. Une caméra, un micro, un souvenir de mon mari, un détail que mes fils avaient oublié. Dans cette maison, chaque murmure laisse une trace. Je signais la première page, et pendant qu'il souriait, rassuré, je pensais à la cave. La vieille cave à vin. Celle qu'il m'avait interdit de visiter depuis 2 semaines, officiellement à cause d'un champignon toxique. Curieux, car hier soir encore, dans le silence de la maison, j'avais senti une odeur.
une odeur très particulière, le vétiver, le parfum préféré de mon mari, un parfum qui ne ment jamais et qui ne revient jamais seul. Je relevai les yeux vers mes fils, et pour la première fois depuis des années, je me demandais que cache exactement ma propre famille sous cette maison. Je levai mon verre. À la famille. Le cristal tinta doucement, mais sous la table, mes doigts pressaient déjà le bouton discret de ma montre. Et quelque part dans la maison, une caméra venait de se réveiller. Partie 2. Le parfum du souvenir. Le lendemain, la Loire portait une lumière pâle, presque métallique. Le ciel avait cette couleur de perles sales que prennent les matins d'hiver quand la beauté du paysage devient une menace silencieuse. Depuis la terrasse, les rangs de vignes descendaient vers le fleuve avec une discipline parfaite. Tout semblait à sa place, tout sauf l'air dans cette maison. Il était trop lourd. Je pris mon café seul dans le petit salon bleu, celui qui donne sur le jardin d'Yves. La porcelaine chauffait mes paumes. Sur la console, un bouquet d'hortensias séchées gardait la forme de l'été, mais plus rien de sa fraîcheur. J'ai toujours aimé les fleurs fanées. Elles ont l'élégance de ne pas lutter contre le temps. Vers 9 heures, Marc frappa à la porte-fenêtre avant d'entrer, sa casquette encore mouillée de brume entre les mains. C'était un homme discret, de ceux qui parlent peu parce qu'ils observent juste. Mon mari l'appréciait pour cette raison. Il resta debout gêné. « Madame, je préfère vous le dire. » Je levai les yeux vers lui sans l'aider. Cette nuit, j'ai entendu du bruit près de l'entrée de service du cellier. Pas un bruit de tuyauterie, pas un animal, quelque chose de régulier. Il chercha son mot, comme si on déplaçait une chaise ou une caisse. Je posai ma tasse. Et alors? Il hésita encore puis ajouta presque à voix basse. Il y avait aussi une odeur. Mon cœur ne bougea pas, mon visage non plus. Quelle odeur? Du vétiver. Le mot tomba entre nous comme un verre trop fin qui se brise sans éclat. Le vétiver. Mon mari en portait depuis notre première année de mariage. Pas tous les jours. Seulement lorsqu'il voulait se sentir pleinement lui-même, pour un dîner important, une visite chez le notaire, un concert ou ces soirs d'automne où il descendait seul à la cave en emportant une bouteille et revenait avec ce silence particulier des hommes qui viennent de parler à leur mort. Après sa disparition, je n'ai plus supporté ce parfum pendant des mois. Puis, j'ai appris à vivre avec son souvenir, comme on apprend à supporter une cicatrice sur un visage. Elle défigure un peu, mais elle prouve qu'on a survécu. « Vous en êtes sûr ?» demandai-je. Marc acquiesça. « Absolument. » Je me levai lentement, avec cette prudence calculée que mes fils interprétaient comme de la faiblesse. J'allai jusqu'à la fenêtre. En contrebas, près de l'aile nord, la petite porte qui menait au couloir des caves restait invisible derrière les cyprès. Pourtant, je savais exactement où elle se trouvait. Une maison finit toujours par entrer dans le corps de celle qui l'habite. À midi, Julien appela. Sa voix arriva lisse, impeccable, presque affectueuse. « Maman, j'espère que tu ne descends toujours pas vers les caves. Le problème de moisissure n'est pas réglé. Le laboratoire doit encore rendre son rapport. Un laboratoire, un rapport. Les menteurs cultivés aiment les mots administratifs. Ils sentent moins le crime. Je n'ai aucune envie d'aller respirer des spores, répondis-je doucement. Il rit, soulagé. Tu vois? Tu es raisonnable. Raisonnable. Dans sa bouche, ce mot signifiait docile. Plus tard, Benoît passa brièvement. Il ne retira même pas son manteau. Il traversa le vestibule, comme un homme poursuivi par ses propres échéances. Son regard glissa vers le fond du couloir, en direction de l'aile nord. Trop vite pour être innocent. Trop souvent pour être accidentel. « Tu as bien pris tes comprimés ?» demanda-t-il. Je le regardai en silence quelques secondes. Plan rapproché, ses doigts tambourinaient contre la couture de sa veste. Une impatience nerveuse, une peur mal cousue, je crois, dis-je. Ces médicaments me rendent si confuse. Il eut un sourire presque tendre. Je crois que c'est à cet instant précis que quelque chose s'est brisé en moi, non pas avec violence, mais avec netteté, comme une corde de violon trop tendue qui cède enfin. Je ne souffrais plus seulement de leur avidité. Je souffrais de leur condescendance. Ils n'essayaient pas seulement de me voler. Ils me diminuaient pour que le vol paraisse naturel. Le soir tomba tôt. Dans la bibliothèque, je retrouvais un ancien foulard de mon mari. La laine avait gardé, malgré les années, une ombre infime de vétiver. Je le portais à mon visage. Alors un souvenir remonta.
précis comme une lame froide. Un soir d'hiver, mon mari m'avait dit en refermant le piano presque distraitement: « Dans cette maison, ce qui est enterré ne l'est jamais complètement. » À l'époque, j'avais cru à une phrase d'esthète. Ce soir-là, j'ai entendu un avertissement. Je pris ma montre, vérifiai la connexion du vieux système de surveillance, puis allai jusqu'au secrétaire en noyer où je rangeais les doubles de clés. Le tiroir du bas résistait toujours un peu avant de céder. Dedans, sous les papiers anciens et les menus de dîner oubliés, il y avait encore la petite clé en laiton de l'accès intérieur aux caves. Je la fis tourner entre mes doigts. Froide, exacte, fidèle. Au-dessus de moi, la maison demeurait magnifique. Les boiseries, les tapis, les lampes, la douceur des abat-jours, tout continuait de jouer la comédie du raffinement. Mais dessous, dans la pierre et l'ombre, quelque chose respirait, et je compris alors que mes fils ne me protégeaient pas d'un danger. Ils protégeaient un secret qui portait le parfum de mon mari. Il y a une qualité particulière au silence des grandes maisons. Ce n'est pas un silence vide, c'est un silence habité. Les planchers respirent, les murs se souviennent, les escaliers savent parfaitement qui les a montés avec amour et qui les a descendus avec mensonge. Cette nuit-là, la maison ne dormait pas, moi non plus. Je m'étais retirée tôt dans ma chambre, comme une vieille femme docile qui accepte la fatigue comme une loi naturelle. Benoît avait quitté la propriété avant la tombée complète du soir. Julien, lui, travaillait encore dans le petit bureau donnant sur le jardin d'hiver. Je connaissais ses habitudes. Les habitudes sont les confessions involontaires de l'âme. La lampe de chevet diffusait une lumière douce sur les draps de lin. Sur la table, la boîte de comprimés restait ouverte. 2 pilules manquaient. Celles que j'avais glissées discrètement dans une serviette au déjeuner. Je les regardais quelques secondes, puis je refermais la boîte. Le sommeil est parfois un piège très pratique. Je pris ma montre. C'était un objet que mon mari m'avait offert pour nos 30 ans de mariage. Une montre discrète, en or pâle, presque austère. À l'intérieur pourtant, il avait fait installer un système expérimental relié à la sécurité de la maison, une fantaisie d'ingénieur qu'il trouvait amusante. Une maison doit toujours avoir des yeux, disait-il. Je pressai le petit bouton dissimulé sous la couronne. L'écran miniature s'alluma. Un point vert, puis un second. Les caméras. Je sélectionnais celle du couloir menant au bureau de Julien. Plan rapproché, mon œil reflété dans l'écran minuscule. Julien apparut dans le cadre. Il était debout, près de la grande table. Une lampe de bureau éclairait son visage d'une lumière tranchante. Quelques minutes plus tard, Benoît entra dans la pièce. Il ne savait pas qu'ils étaient observés. C'est toujours dans ces moments-là que les êtres humains deviennent sincères. Benoît se servit un verre de whisky sans demander. Elle a signé la première page? Julien hocha la tête. Oui, mais pas les annexes. Pourquoi? Parce que je ne les ai pas encore sortis. Un silence. Je pouvais presque entendre leurs pensées circuler entre eux comme des rats dans un mur. « Tu crois qu'elle comprend quelque chose ?» demanda Benoît. Julien eut un sourire bref. Elle comprend qu'elle est fatiguée. Je sentis mes doigts se crisper sur la montre. Benoît s'assit lourdement. « Les médicaments fonctionnent ?» Julien haussa les épaules. « Pas assez vite. » Puis il dit la phrase qui changea tout. « On va simplement augmenter la dose. » Le mot « simplement » resta suspendu dans l'air. « Le médecin ne va pas poser de questions » murmura Benoît. « Non, il pense déjà qu'elle développe une confusion liée à l'âge. » Je sentis quelque chose se fissurer dans ma poitrine. Pas un cri, pas une douleur, une lucidité glacée. Julien posa les 2 mains sur la table. Il faut comprendre une chose. Tant qu'elle reste juridiquement capable, la fondation familiale ne peut pas être restructurée. Et Lucas? Le nom traversa la pièce comme un courant d'air froid. Julien détourna les yeux. Lucas est un problème temporaire. Temporaire? Oui, un silence plus lourd. Benoît se pencha en avant. Tu es sûr qu'on ne devrait pas arrêter tout ça? Julien le regarda avec une lenteur presque méprisante. Benoît réfléchit. Il prit un document sur la table. Plan rapproché, la couverture du dossier. Trust patrimonial, famille Delorme, la maison, les terres, les caves, les œuvres d'art restantes. Tout cela représente des millions. Benoît passa une main sur son visage. Et maman? Julien soupira. Maman est le dernier obstacle. Le dernier obstacle. Je répétais mentalement ces mots. Pas mère, pas héritière, obstacle.
Benoît se leva brusquement. « Et Lucas » répéta-t-il. Julien baissa la voix. « Lucas restera tranquille tant qu'il croit que la police le cherche. » Un silence. « Et s'il comprend ?» Julien haussa les épaules. « Il ne comprendra pas. » Puis il ajouta. « Personne ne descend jamais dans cette cave. » Je restai immobile dans l'obscurité de ma chambre. Le petit écran de la montre diffusait encore leur conversation muette. Dans le jardin, le vent faisait bouger les branches des cyprès. Mon cœur battait lentement, très lentement. Une femme peut supporter beaucoup de choses. La vieillesse, la solitude, la disparition de l'homme qu'elle aimait. Mais il y a une limite étrange, les enfants oublient souvent. Une mère peut pardonner la faiblesse, jamais la cruauté froide. Je coupais l'image. La chambre redevint silencieuse. Sur la table de nuit, le foulard de mon mari reposait toujours. Je le pris et respirai doucement. Le vétiver. Alors une certitude claire se forma dans mon esprit. Mes fils n'étaient pas seulement en train de me voler. Ils retenaient quelqu'un prisonnier sous ma maison. Je posai les pieds sur le tapis. La clé de la cave était encore dans la poche de mon peignoir. Je me levai. Minuit approchait. Et dans les vieilles maisons de la Loire, minuit est l'heure où les vérités sortent de terre. Je pris la clé et je descendis vers la cave. La nuit possède une acoustique particulière dans les maisons anciennes. Chaque pas devient une confession. Je descendais l'escalier principal avec la lenteur d'une femme qui prétend craindre de tomber. En réalité, je calculais chaque mouvement. Les marches de chêne avaient chacune leur voix. Certaines gémissaient, d'autres restaient fidèles au silence. Mon mari les connaissait toutes, moi aussi. Plan rapproché, ma main sur la rampe polie par des générations. Au rez-de-chaussée, la maison dormait dans une obscurité élégante. Les tableaux semblaient respirer. Les lampes éteintes dessinaient des silhouettes familières. Tout était immobile, et pourtant, je sentais cette tension invisible qui précède les révélations. Je traversais le vestibule. La petite porte de service menant au couloir des caves se trouvait derrière un rideau de velours vert sombre. Lorsque je le tirai légèrement, la pierre froide apparut. Là, l'air changeait. La Loire peut être douce à la surface, mais sous les maisons anciennes, l'humidité transforme la pierre en mémoire vivante. Les caves gardent tout, les secrets, les odeurs, les erreurs humaines. Je tournai la clé. Le verrou céda avec un bruit presque timide. Julien avait parlé de moisissures toxiques. Je respirais profondément. Aucune odeur de champignons, seulement la fraîcheur minérale des caves et autre chose. Le vétiver, très léger, presque effacé, mais indiscutable. Je descendis les premières marches de pierre. La lumière provenait d'une petite ampoule automatique installée autrefois pour les inventaires de vin. Le faisceau jaune révélait les murs tapissés de bouteilles anciennes. Chinon, saumure, quelques bordeaux que mon mari gardait comme des trésors silencieux. Tout semblait normal. Trop normal. Puis je remarquai un détail. Au fond de la cave, derrière les casiers à vin, un panneau de bois clair ne correspondait pas au reste de la pierre. Une construction récente, discrète mais visible pour quelqu'un qui avait passé 30 ans à parcourir cet endroit. Je m'approchai, mes pas résonnaient doucement. Plan rapproché, mon œil se plisse légèrement. Le panneau était équipé d'une poignée métallique et d'une serrure. Ce n'était pas une cave, c'était une porte. Je sortis la clé de ma poche. Elle ne correspondait évidemment pas à cette serrure. Mais la poignée céda sous ma pression. La porte s'ouvrit. L'air changea immédiatement, plus chaud, plus sec, une odeur de cuir et de bois neuf. La pièce qui apparut derrière n'avait rien d'une cave. Les murs étaient recouverts de panneaux acoustiques gris. Le sol était couvert d'un tapis épais. Une lampe moderne diffusait une lumière douce. Sur une table basse, une carafe d'eau et un verre. Une pièce confortable. Trop confortable pour être honnête. Et au milieu de cette pièce, assis dans un fauteuil, il y avait un homme. Il leva les yeux vers moi. Ses cheveux étaient plus longs que dans mes souvenirs. Son visage portait les traces d'une fatigue contenue. Mais ses yeux restaient les mêmes. Je reconnus immédiatement ce regard. Lucas, le fils que mon mari avait eu avant moi. Nous ne nous étions vus que quelques fois, toujours lors de réunions familiales prudentes. Julien et Benoît ne l'avaient jamais vraiment accepté. Il représentait une fracture dans l'histoire officielle de notre famille. Lucas se leva lentement. Il me regarda comme on regarde une apparition. « Madame !» Sa voix était rauque mais calme.
Je refermai doucement la porte derrière moi. Le silence devint presque total dans cette pièce isolée. Lucas, il passa une main sur son visage. Je croyais que vous étiez malade. Je souris légèrement. C'est une maladie très pratique. Il resta immobile quelques secondes, puis son regard changea. Ils vous ont dit quoi? À propos de moi? Je m'approchai d'un pas. Qu'il y avait de la moisissure dans la cave. Un sourire fatigué traversa son visage. Ils m'ont dit que j'avais provoqué un accident, une femme morte, que la police me cherchait, que je devais rester ici jusqu'à ce que tout se calme. Plan rapproché, mes doigts se crispent légèrement. Et vous les avez crus? Lucas haussa les épaules. Au début, il regarda autour de lui. Ensuite, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Je remarquai alors les détails. La porte verrouillée de l'extérieur, le téléphone absent, les fenêtres inexistantes. Ce n'était pas une cachette, c'est une prison élégante. Je levai les yeux vers lui. Depuis combien de temps? 3 semaines. 3 semaines. 3 semaines sous ma maison. Je restai silencieuse un moment, non par hésitation, mais pour laisser la colère se transformer en quelque chose de plus utile. La colère brute est inefficace. La lucidité, elle, est une arme. Lucas me regarda attentivement. « Pourquoi êtes-vous venu ?» Je m'approchai de la table. La carafe d'eau était presque vide. Parce que le vétiver ne ment jamais. Il fronça légèrement les sourcils. Le parfum de mon père. Je hochai la tête. Mes fils ont oublié une chose. Les maisons se souviennent des odeurs. Un silence passa entre nous. Puis Lucas murmura « Vous allez appeler la police ?» Je le regardai longuement. Dans ses yeux, il y avait de la fatigue, mais aussi quelque chose de plus profond. Une dignité étrange, la même que j'avais vue autrefois chez mon mari quand il jouait du piano tard dans la nuit. Je secouai doucement la tête. Non. Lucas resta immobile. Alors, je pris une chaise et m'assis face à lui. Plan rapproché, mes yeux brillent légèrement dans la lumière douce. Lucas, dites-moi. Je marquai une pause. Savez-vous jouer la sonate numéro 8 de Beethoven? Il me regarda surpris. La pathétique? Je souris. Exactement. Un silence passa, puis je murmurai « Parce que j'ai l'impression que cette maison est sur le point de commencer un très long mouvement et que quelqu'un devra tenir le tempo. » Lucas me fixa. « Vous voulez dire ?» Je me penchai légèrement vers lui. Ma voix devint presque douce. « Mes fils pensent être en train d'écrire la fin de cette histoire. » Je laissai le silence respirer. Puis j'ajoutai « Ils ignorent simplement que je viens de commencer le dernier acte. Dans les caves anciennes, le temps ne se mesure pas comme ailleurs. Il ne passe pas. Il s'accumule. La pièce où Julien et Benoît avaient enfermé Lucas n'était pas seulement insonorisée. Elle était presque confortable. Une bibliothèque étroite, quelques livres récents, une lampe design, un fauteuil en cuir. Une prison construite par des hommes qui veulent croire qu'ils restent civilisés. Je restai assise quelques minutes sans parler. Lucas non plus ne parlait pas. Entre deux inconnus, le silence est une frontière. Entre deux complices, il devient une langue. Je regardais autour de moi. Plan rapproché, une partition posée sur la table. Je la pris. Les premières mesures de la sonate pathétique de Beethoven. « Vous jouez encore ?» demandai-je. Lucas acquiesça. « Tous les jours. »« Il y a un piano ici ?» Il eut un sourire presque ironique. « Vos fils ont pensé à tout, sauf à m'empêcher de pratiquer. » Dans un coin de la pièce, dissimulé derrière un panneau acoustique, se trouvait un petit piano droit, noir, moderne, probablement installé pour maintenir leurs prisonniers dans un état de calme docile. Je me levai et passai doucement les doigts sur le bois. Ce geste réveilla un souvenir si précis que j'en eus presque le vertige. Mon mari, debout dans le salon d'hiver, les mains posées sur le clavier du vieux Steinway. Le même parfum de vétiver, la même concentration dans les épaules. Lucas me regardait. « Vous pensez vraiment qu'ils vont me laisser sortir d'ici ?» Je me tournai vers lui. Non, il ne parut pas surpris. « Ils attendent quoi ?» Je répondis très calmement. « Que vous disparaissiez juridiquement. » Lucas resta silencieux. Je continuai. « Tant que vous êtes introuvable, votre part de succession reste bloquée. Si vous êtes déclaré responsable d'un crime, elle peut être redirigée. » Il ferma les yeux quelques secondes. « Donc l'accident n'existe probablement pas. » Je marquai une pause. Mais le mensonge, lui, existe. Un souffle d'air passa dans la pièce. Lucas se leva et marcha lentement vers le piano. « Vous savez ce qui est étrange ?» dit-il. Ses doigts effleurèrent les touches. «
Votre mari disait toujours que la musique révélait la vérité des gens. Il joua quelques notes. La pathétique. Les premières mesures résonnèrent doucement dans la pièce isolée. Même étouffée par les panneaux acoustiques, la musique avait quelque chose de tranchant, comme si Beethoven lui-même refusait la politesse des salons. Je fermai les yeux. Pendant quelques secondes, je revis mon mari, sa silhouette devant le piano, le parfum de vétiver dans l'air, la Loire qui coulait derrière les fenêtres. Puis je rouvris les yeux. Lucas s'était arrêté de jouer. « Pourquoi êtes-vous venu ?» demanda-t-il. Je répondis sans détour. « Parce que mes fils sont en train de devenir des hommes que je ne reconnais plus. » Il ne dit rien, je repris, « et parce que votre père ne mérite pas que sa maison devienne un piège. » Lucas me regarda attentivement. « Vous allez faire quoi ?» Je m'approchai du piano. Mes doigts touchèrent une touche. Une seule note. Claire. « Nous allons leur offrir exactement ce qu'ils veulent. » Lucas fronça les sourcils. « Je ne comprends pas. » Je me penchai légèrement vers lui. Ma voix devint presque douce. « Mes fils pensent que je suis une vieille femme confuse. » Je pris une respiration lente. « Alors nous allons utiliser cette illusion. » Lucas resta immobile. « Comment ?» Je me redressai. Plan rapproché, mon regard devient plus dur. « Ils veulent me faire signer le contrôle du patrimoine familial. »« Oui, très bien. » Je souris légèrement. « Nous allons les laisser croire qu'ils ont gagné. » Le silence tomba dans la pièce comme une neige lente. Lucas finit par murmurer « Vous préparez un piège. » « Non. » Je secouai doucement la tête. « Un miroir. » Je marchai lentement vers la porte. Les hommes avides ont une faiblesse très particulière. Je tournai la poignée. Ils ne savent pas résister à la certitude de leur victoire. Lucas comprenait maintenant. Je le vis dans ses yeux. « Que dois-je faire ?» Je répondis calmement. « Attendre. » « Combien de temps ?» Je souris. « Pas longtemps. » Je sortis la petite clé de la serrure intérieure et la posai sur la table. « Demain soir, j'organise un dîner. » Lucas leva les sourcils. « Un dîner avec mes deux fils ?» Je marquai une pause. « Et notre notaire ?» Le mot flotta doucement dans la pièce. Lucas laissa échapper un souffle. « Ils vont se méfier. » Je haussai légèrement les épaules. « Pas s'ils pensent que je signe enfin tout ce qu'ils veulent. » Je pris la partition de Beethoven et la reposai soigneusement sur le piano. « Lucas. » Il leva les yeux. « Savez-vous ce qu'est vraiment une sonate ?» Il réfléchit un instant. « Une conversation entre des thèmes. » Je souris. « Exactement. » Je me dirigeais vers la porte. Et parfois, dans les grandes sonates, je me retournais vers lui. Le thème qui semble le plus faible devient celui qui triomphe à la fin. Je sortis. La porte se referma doucement. Dans le couloir froid de la cave, l'odeur de vétiver semblait plus forte. Au-dessus de moi, la maison dormait toujours. Mais pour la première fois depuis des semaines, je sentais la musique revenir dans ses murs. Et dans les grandes maisons de la Loire, lorsque la musique recommence, c'est que quelqu'un a décidé de diriger l'orchestre. Dans les grandes maisons, un dîner n'est jamais seulement un repas. C'est une scène. Et chaque objet y joue un rôle. Le lendemain soir, la Loire semblait enveloppée d'un brouillard délicat. Depuis les fenêtres du salon, les vignes disparaissaient dans une brume argentée qui transformait le paysage en peinture impressionniste. La maison, elle, brillait d'une lumière douce. J'avais fait allumer toutes les lampes. Les ombres étaient longues. Je portais une robe de soie noire, celle que j'avais mise pour l'enterrement de mon mari. Autour de mon cou, un collier de perles anciennes, hérité de ma belle-mère. La sobriété est la plus haute forme d'élégance, et parfois la plus redoutable. Plan rapproché, mes doigts ajustent légèrement le fermoir. La table avait été dressée dans la salle à manger principale. Nappe de lin blanc, argenterie ancienne, verre en cristal de Saint-Louis. Au centre, une simple composition de roses blanches. Marc avait ouvert la cave officielle pour choisir le vin. Je posai moi-même la bouteille sur la table. Petrus 1992. Mon mari la gardait pour un moment qu'il appelait l'instant décisif. Je suppose qu'il avait raison. Julien arriva le premier. Costume sombre, regard calculateur. Lorsqu'il me vit, un bref éclair de satisfaction passa dans ses yeux. « Tu es magnifique, maman. » Je souris doucement. Une femme doit toujours s'habiller avec dignité quand elle prend des décisions importantes. Il posa sa serviette de cuir sur une chaise. Quelques minutes plus tard, Benoît entra à son tour. Il avait l'air fatigué, nerveux.
Ses yeux parcoururent la pièce avec cette inquiétude que les hommes ressentent lorsqu'ils sentent qu'un événement les dépasse. « On fait quelque chose ?» demanda-t-il. « Peut-être, » répondis-je. La cloche de l'entrée retentit alors. Julien fronça légèrement les sourcils. « Tu attends quelqu'un ?» Je me levai calmement. « Bien sûr. » Lorsque la porte s'ouvrit, maître Lemaire, notre notaire, apparut dans le vestibule. C'était un homme âgé, au geste précis, dont les lunettes semblaient toujours légèrement glisser sur son nez. Il servait notre famille depuis plus de 30 ans. « Madame Delorme, maître !» Je lui pris doucement la main. « Merci d'être venu. » Nous entrâmes dans la salle à manger. Le silence qui suivit fut très instructif. Julien resta parfaitement immobile. Benoît, lui, pâlit légèrement. « Je pensais que ce serait un dîner. Familial, » dit Julien. Je versai le vin dans les verres. Plan rapproché, le rouge profond du pétrus tourne dans le cristal. Mais c'est un dîner familial. Je levai mon verre. Et maître Lemaire fait partie de la famille depuis longtemps. Le notaire observa la scène avec une neutralité professionnelle. Madame m'a parlé d'une décision concernant la structure patrimoniale. Julien retrouva immédiatement son sourire. Justement, il sortit le dossier de sa serviette, les mêmes documents que la veille, le trust familial, les annexes, les signatures manquantes. Je pris mon verre et respirai doucement le vin. Le pétrus avait cette odeur profonde de terre humide et de fruits noirs, une odeur presque méditative. Avant de signer quoi que ce soit, dis-je, j'aimerais célébrer. Benoît fronça les sourcils. Célébrer quoi? Je levai les yeux vers eux. La fin d'une époque. Le notaire resta silencieux. Julien posa calmement le dossier sur la table. Nous pouvons discuter de tout cela après le dîner. Bien sûr. Les plats se succédèrent. Foie gras tiède, filet de chevreuil, un vieux comté. Les conversations restaient polies, presque élégantes. Mais sous chaque phrase, la tension circulait comme un courant invisible. Julien observait chacun de mes gestes. Benoît évitait mon regard. Maître Lemaire dégustait le vin avec la patience d'un homme qui a vu beaucoup de familles se détruire autour d'une table. À un moment, Julien posa enfin la question. « Maman, tu semblais pressée de régler ces affaires. » Je reposai doucement mon couteau. « Oui. » Je pris une gorgée de vin. Puis je dis très calmement. « Mais il y a un petit détail qui me tracasse. » Julien inclina la tête. « Lequel ?» Je souris. « Le contenu de ma cave. » Benoît sursauta légèrement. « La cave ?» Oui. Je me tournai vers maître Lemaire. « Vous savez, maître, mes fils m'ont expliqué qu'un champignon dangereux s'y développait. » Le notaire haussa légèrement les sourcils. « Ah bon ?» Je hochai la tête. « Mais voyez-vous, j'ai toujours eu un doute. » Julien posa son verre. « Pourquoi ?» Je pris mon temps pour répondre. Plan rapproché, mes yeux fixent les siens. « Parce que cette cave contient certaines bouteilles très rares. » Je marquai une pause. « Et j'aimerais en ouvrir une autre ce soir. » Le silence se fit immédiatement plus lourd. « Benoît, » dis-je doucement. Il leva les yeux. « Pourrais-tu descendre chercher une bouteille ?» Julien intervint immédiatement. « Ce n'est peut-être pas une bonne idée. » Je levai la main. « Si », je souris légèrement. « Je voudrais simplement vérifier que la cave est vide. » Les mots tombèrent dans la pièce avec une précision chirurgicale. Benoît regarda Julien. Julien regarda la table. Maître Lemaire posa lentement ses lunettes. Et dans ce silence parfaitement civilisé, je compris que la musique venait d'entrer dans son second mouvement, le moment où les thèmes commencent à s'affronter. Je levai mon verre une dernière fois. Allons voir ce que cache vraiment cette maison. Les vieilles maisons ont une façon très particulière d'observer ceux qui y vivent. Elles ne jugent pas, elles attendent. Lorsque Benoît se leva de table, la chaise glissa légèrement sur le parquet. Le bruit minuscule résonna pourtant comme un signal dans la pièce. Julien posa sa serviette avec une lenteur étudiée. « Ce n'est vraiment pas nécessaire, maman. » Je tournai doucement mon verre entre mes doigts. Plan rapproché, le vin rouge dessine un cercle sombre dans le cristal. Au contraire, ma voix resta douce. Une cave doit être visitée de temps en temps. Les choses oubliées ont tendance à se gâter. Maître Lemaire observait la scène sans intervenir. Son regard allait de Julien à moi, avec la neutralité glacée des hommes qui ont passé leur vie à écouter les vérités familiales éclater. Benoît se leva enfin. Très bien. Sa voix était plus sèche qu'il ne l'aurait voulu. Je vais chercher cette bouteille. Julien le fixa. Un regard court, un regard chargé d'un langage que seuls les frères comprennent. Puis Benoît quitta la pièce.
Le couloir avala ses pas. Un silence épais retomba sur la table. Je coupais lentement un morceau de fromage. « Ce comté est remarquable, murmurai-je. Julien ne répondit pas. Il fixait la porte. 2 minutes passèrent. Puis 3. Enfin, des pas rapides remontèrent du couloir. Benoît apparut dans l'encadrement de la porte. Son visage était blanc, pas simplement surpris, blanc comme une page qu'on vient d'effacer. Il n'y a rien. Je levai les yeux vers lui. Comment ça, rien? Il entra dans la salle à manger comme un homme poursuivi par quelque chose d'invisible. La pièce est vide. Julien se leva brusquement. Qu'est-ce que tu racontes? Je te dis qu'il n'y a personne. Le ton monta malgré lui. Maître Lemaire retira lentement ses lunettes pour les essuyer avec un mouchoir. Je restais assise, calme. Peut-être que tu as regardé au mauvais endroit. Julien se dirigea vers la porte. Je vais vérifier. Benoît le suivit immédiatement. Le couloir se remplit du bruit de leurs pas pressés. La maison semblait écouter. Quelques minutes plus tard, des voix éclatèrent au loin. « Tu l'as déplacé? »« Quoi? Tu étais censé surveiller la porte. Moi? » ?»« C'est toi qui avais les clés. » Les mots montaient dans l'escalier comme de la fumée. Je regardais tranquillement mon assiette. Plan rapproché, ma main coupe lentement un morceau de pain. Les voix se rapprochèrent. Puis mes 2 fils réapparurent dans la salle à manger. Julien avait perdu son masque. « Maman, tu es descendue dans cette cave ?» Je relevai doucement les yeux. « Pourquoi cette question ?» Benoît passa une main dans ses cheveux. « Parce que quelqu'un l'a fait sortir. » Je posai ma serviette. « Sortir qui ?» Le silence se fit. Julien comprit trop tard qu'il venait de franchir une ligne. Maître Lemaire leva légèrement les yeux. « Sortir qui ?» répéta-t-il calmement. Benoît regarda Julien. Julien regarda le sol. Je les observais. La panique est une chose fascinante. Elle transforme les hommes intelligents en enfants maladroits. Il n'y avait personne dans cette cave, dit finalement Julien. Je penchai légèrement la tête. Vraiment? Benoît éclata alors. Lucas. Le nom tomba dans la pièce comme un coup de marteau. Le silence qui suivit fut presque religieux. Julien ferma les yeux un instant. Trop tard. Maître Lemaire posa lentement ses lunettes sur la table. « Lucas ?» demanda-t-il. Personne ne répondit. Je pris une gorgée de vin. « C'est étrange, dis-je doucement. Mes fils me regardaient maintenant comme s'ils me voyaient pour la première fois. Je croyais qu'il y avait seulement de la moisissure. » Benoît recula légèrement. « Maman, tu ne comprends pas. » Je levai la main. Au contraire, je marquai une pause. Je comprends très bien. Julien tenta de reprendre le contrôle. Il y a une explication. La porte principale de la maison s'ouvrit alors. Le bruit résonna dans tout le vestibule. Des pas calmes traversèrent l'entrée. Puis une silhouette apparut dans l'encadrement de la salle à manger. Lucas. Il portait un manteau sombre et avançait avec une tranquillité presque insolente. Plan rapproché, son regard clair se pose sur la table. Dans sa main, un dossier. Il s'arrêta près de la table. « Bonsoir. » Julien resta figé. Benoît sembla perdre l'équilibre. Lucas posa doucement le dossier devant Maître Lemaire. « Je crois que ceci vous intéressera. » Le notaire ouvrit le dossier. Ses yeux parcoururent les premières pages. Son visage resta impassible. Puis il releva la tête. Et pour la première fois de la soirée, sa voix prit une gravité particulière. « Messieurs, si ces documents sont authentiques, » il marqua une pause. « Nous sommes en présence de faits extrêmement graves. » Le silence se resserra autour de la table. Julien murmura. « Quel document ?» Lucas le regarda calmement. « La preuve que l'accident dont vous m'avez accusé n'a jamais existé. » Julien pâlit. Benoît recula d'un pas. Maître Lemaire referma lentement le dossier. Puis il prononça un mot que mes fils n'avaient jamais envisagé. Indignité successorale. Les syllabes tombèrent comme une sentence. Selon les articles 726 et 727 du Code civil, un héritier peut être déclaré indigne lorsqu'il commet des actes graves contre le défunt ou contre un autre héritier. Je levai doucement mon verre. La maison était parfaitement silencieuse. Et dans ce silence, je regardais mes fils comprendre enfin une vérité très simple. Ils avaient voulu me manipuler. Mais dans cette maison, la partie venait seulement de commencer. Lorsque Lucas entra dans la salle à manger, la maison sembla retenir son souffle. La Loire, dehors, continuait de couler comme si rien ne concernait les drames humains. La brume s'épaississait contre les fenêtres. À l'intérieur, la lumière des lampes rendait chaque geste presque théâtral.
Lucas posa calmement son manteau sur le dossier d'une chaise. Plan rapproché, ses mains étonnamment stables. Julien, lui, avait perdu toute élégance. Ses épaules s'étaient légèrement voûtées, comme si une main invisible appuyait dessus. « C'est impossible, murmura-t-il. » Lucas le regarda avec une tranquillité qui ressemblait presque à de la compassion. Rien n'est impossible lorsque la vérité décide de sortir de l'ombre. Maître Lemaire ouvrit de nouveau le dossier. Le bruit du papier résonna dans la pièce. « Voici d'abord, dit-il, un rapport de la gendarmerie concernant l'accident que vous avez évoqué. » Il ajusta ses lunettes. Aucun décès correspondant au fait décrit n'a été enregistré. Julien resta immobile. Benoît murmura. « Ce document peut être falsifié. » Lucas sortit alors une seconde enveloppe. « J'ai aussi pensé à cette objection. » Il la posa devant le notaire. Maître Lemaire l'ouvrit. Plan rapproché, un relevé téléphonique, des échanges de messages, des copies de virements. Les pages révélèrent lentement la mécanique du piège. « Messieurs, dit calmement le notaire, ces documents montrent que vous avez engagé un détective privé pour surveiller Lucas avant de lui annoncer l'existence de cet accident fictif. » Il tourna une page. « Et que vous avez ensuite organisé son isolement dans cette propriété. » Le mot resta suspendu. Isolement. C'est un terme juridique élégant pour décrire une chose très simple, une séquestration. Julien tenta de reprendre contenance. Nous voulions simplement le protéger. Maître Lemaire leva les yeux. De quoi? Julien resta silencieux. Lucas répondit à sa place, de leur propre peur. Il s'approcha légèrement de la table. Il pensait que mon existence menaçait leur héritage. Un silence passa. Je regardais mes fils, pas avec colère, avec une fatigue profonde. Benoît murmura. « Maman, tu savais ?» Je pris mon verre. Depuis hier soir, Julien se tourna vers moi. Ses yeux avaient changé. La certitude avait disparu. « Tu nous as piégés ?» Je souris légèrement. « Non, je pris une gorgée de vin. Je vous ai simplement laissé parler. » Maître Lemaire referma le dossier. Les éléments réunis ici peuvent constituer un dossier sérieux pour établir une indignité successorale, conformément aux articles 726 et 727 du Code civil. Julien blêmit. « Vous n'avez pas ce pouvoir. » Le notaire répondit calmement. « Je ne décide pas. » Il posa les doigts sur le dossier. Mais un juge pourrait estimer que la tentative de manipulation patrimoniale et la privation de liberté d'un héritier constituent des faits graves. Benoît s'assit lourdement. « Mon Dieu !» Lucas resta debout. Son regard glissa vers moi. « Je ne veux pas les détruire. » Je soutins son regard. « Moi non plus. » Julien releva la tête. « Alors quoi ?» Je posai lentement mon verre sur la table. Plan rapproché, le cristal touche la nappe avec un bruit sec. Alors nous allons faire quelque chose de beaucoup plus difficile. Je croisai les mains devant moi. Vous allez apprendre. Julien fronça les sourcils. Apprendre quoi? Je répondis très calmement. Ce que signifie appartenir à une famille. Le silence devint presque douloureux. Je me levai. La robe noire glissa doucement contre le parquet. Mes fils, vous avez passé votre vie à croire que l'héritage était une question d'argent. Je regardais la pièce, les tableaux, les meubles, la longue histoire de cette maison. Mais un héritage est d'abord une responsabilité. Lucas resta immobile près de la porte. Je me tournai vers lui, et pour la première fois de la soirée, je vis dans ses yeux quelque chose que je n'avais jamais vu chez Julien ou Benoît. Du respect. Je respirai lentement, puis je dis la phrase que je savais devoir prononcer depuis le début. Ce soir, quelqu'un va devoir répondre de ses actes. Le vent souffla légèrement contre les fenêtres. La Loire continua de couler dans l'obscurité. Et dans cette salle à manger, les trois héritiers comprirent enfin que la véritable décision ne dépendait ni des lois ni des documents. Elle dépendait de moi. Il existe des moments dans une vie où le silence devient plus lourd que n'importe quel verdict. La salle à manger semblait soudain trop vaste. La lumière des lampes tombait sur la nappe blanche comme sur une scène de théâtre. Personne ne bougeait. Julien fixait la table. Benoît avait les mains jointes devant lui comme un homme qui attend un diagnostic. Lucas restait debout près de la porte, immobile, respectueux de cet instant qui ne lui appartenait pas entièrement. Je regardais mes fils. Plan rapproché, leurs visages. Je retrouvais dans leurs traits les enfants qu'ils avaient été autrefois. Les genoux écorchés dans le jardin, les courses dans les couloirs, les éclats de rire qui remplissaient cette maison quand leur père jouait du piano.
Et pourtant, ces enfants avaient disparu. À leur place, il y avait 2 hommes qui avaient appris trop tôt que le monde récompense parfois la dureté. Je posai les mains sur le dossier de ma chaise. Maître le maire. Le notaire releva la tête. Oui, madame. Si je décide de porter cette affaire devant la justice, que se passera-t-il? Il répondit avec précision. Une enquête pénale pourrait être ouverte pour séquestration et manipulation frauduleuse. Julien ferma les yeux. Benoît murmura. Nous n'avons jamais voulu. Je levai doucement la main. Je sais ce que vous avez voulu. Le silence retomba. Vous avez voulu gagner du temps. Je marquai une pause. Et de l'argent. Je marchais lentement autour de la table. Plan rapproché, le parquet craque sous mes pas. Mais ce que vous avez oublié, c'est que les familles ne sont pas des entreprises. Je m'arrêtai derrière Julien. Il ne se retourna pas. Une famille repose sur une seule chose. Je posai doucement la main sur son épaule. La confiance. Il murmura. Maman, je retirai ma main et vous l'avez brisée. Je retournai à ma place. Lucas m'observait en silence. Je crois qu'il comprenait ce que je m'apprêtais à faire avant même que je parle. Je regardais le notaire. Maître le maire, oui. J'aimerais que vous prépariez 2 documents. Julien releva brusquement la tête. Quels documents? Je répondis très calmement. Une renonciation immédiate à toute fonction de gestion dans la fondation familiale. Julien pâlit. Tu ne peux pas? Et un second document, continuai-je, fixant toujours le notaire. Un acte stipulant que Julien et Benoît Delorme ne seront plus autorisés à prendre de décisions concernant cette propriété ou ses actifs. Benoît secoua la tête. Tu nous chasses? Je respirais profondément. Non, je les regardais. Je vous protège. Julien éclata d'un rire amer. Nous protéger? Je penchai légèrement la tête. Si je remets ce dossier à la justice, je posai la main sur les documents. Votre vie sera détruite. Le silence devint presque physique. Vos carrières. Votre réputation. Tout. Je laissai ces mots respirer. Mais je ne veux pas être la femme qui envoie ses propres fils en prison. Mes yeux se posèrent sur eux. Je veux être la femme qui leur donne une dernière chance de devenir des hommes. Julien murmura. Et Lucas? Je tournai la tête vers lui. Lucas resta parfaitement calme. Je répondis simplement. Lucas restera. Julien eut un rire bref. Bien sûr, je repris doucement, mais vous ne serez pas abandonnés. Benoît releva les yeux. Que veux-tu dire? Je vous laisserai chacun un appartement à Tours. Le notaire nota mentalement. Et une allocation annuelle. Julien murmura. Une pension. Je souris légèrement. Appelle cela comme tu veux. Je marquai une pause, puis je prononçai la phrase que je savais devoir dire. Mais cette maison ne sera plus dirigée par des hommes qui ont oublié ce qu'est la dignité. Je pris mon verre. Plan rapproché, mes yeux brillent légèrement dans la lumière. Je ne vous retire pas votre vie. Je bus une gorgée de vin, puis je posai le verre. Je vous retire seulement le masque. Personne ne parla. Même le vent semblait attendre. Enfin Julien se leva lentement. Il regarda la maison autour de lui, les tableaux, la grande table, les souvenirs. Puis il murmura « Nous avons vraiment cru être plus intelligents que toi. » Je souris doucement. Beaucoup d'hommes ont fait cette erreur. Maître le maire rassembla les documents. La décision était prise. Et pour la première fois depuis des semaines, la maison semblait respirer. Mais la nuit n'était pas encore terminée, car il restait une dernière note à jouer. La nuit s'acheva lentement. Dans les grandes maisons, les drames ne se terminent jamais par un éclat. Ils se dissolvent dans le silence, comme une musique qui s'éloigne dans un couloir. Lorsque Maître le maire quitta la propriété, l'aube commençait déjà à blanchir la Loire. Les documents avaient été signés. Les stylos reposaient maintenant immobiles sur la table, comme des instruments qui viennent d'achever leur dernière note. Julien et Benoît restèrent encore quelques minutes dans la salle à manger. Personne ne parlait. Finalement, Benoît fut le premier à se lever. Il regarda autour de lui avec une expression étrange, presque enfantine. Je me souviens quand papa nous apprenait à reconnaître les vins dans la cave. Sa voix était douce. Il disait toujours que les bonnes bouteilles demandent de la patience. Je répondis calmement. Oui. Julien resta debout près de la fenêtre. La brume du matin montait lentement au-dessus des vignes. Nous pensions simplement que tout cela nous appartenait déjà. Je m'approchai de lui. Rien ne nous appartient vraiment, Julien. Je regardais le paysage. Nous sommes seulement les gardiens temporaires de certaines choses.
Le silence qui suivit n'était plus hostile. Il était lourd mais honnête. Benoît prit son manteau. « Nous partirons demain. » Je hochai la tête. « Prenez le temps de réfléchir avant. » Il me regarda. « Tu crois que nous pouvons encore changer ?» Je pris quelques secondes avant de répondre. Les hommes changent rarement quand tout va bien. Je posai doucement ma main sur son bras. Mais parfois, ils changent quand ils perdent ce qu'ils croyaient acquis. Il acquiesça. Julien s'approcha alors. Il me regarda longuement. « Je suis désolé. » Les mots étaient simples, mais je savais combien ils lui avaient coûté. Je souris légèrement. Les excuses ne rendent pas les choses justes. Je marquai une pause. Mais elles ouvrent parfois une porte. Ils quittèrent la maison quelques minutes plus tard. Par la fenêtre du salon, je les regardais traverser l'allée bordée de cyprès. Leurs silhouettes disparaissaient dans la brume du matin. 2 hommes, encore perdus, mais peut-être enfin capables de chercher un chemin. La maison redevint silencieuse, un silence différent, un silence libéré. Lucas entra doucement dans le salon. Il tenait 2 tasses de café. Je ne voulais pas interrompre. Je pris la tasse. Merci. Nous restâmes un moment sans parler. Le soleil commençait à traverser la brume. La Loire brillait maintenant d'une lumière pâle et tranquille. Lucas regarda le vieux piano près de la fenêtre. « Votre mari jouait souvent ?» Je souris. « Presque tous les soirs. Et vous ?» « Moi ?» J'écoutais. Il s'assit devant le piano. Ses doigts restèrent suspendus au-dessus des touches. Vous savez, il hésita. « Je ne suis pas sûre d'être la personne que vous cherchez pour cette maison. » Je m'approchai. « Lucas », il leva les yeux. « Mon mari disait toujours qu'une maison n'a pas besoin d'un héritier. » Je posai doucement la main sur le piano. « Elle a besoin de quelqu'un qui comprend son âme. » Il resta silencieux. Puis il commença à jouer. La sonate pathétique. Les premières notes remplirent le salon avec une douceur grave. La musique glissait dans les couloirs, montait dans l'escalier, descendait vers la cave. Plan rapproché, la lumière du matin sur le clavier. Je m'assis près de la fenêtre. Pendant un instant, j'eus l'impression très claire que mon mari était encore là. Pas comme un fantôme, mais comme une présence tranquille, satisfaite que la maison ait retrouvé sa vérité. Lucas jouait maintenant le second mouvement, celui qui ressemble à une respiration lente. Je regardais les vignes, la Loire, le ciel qui devenait bleu, et je compris quelque chose de très simple. La justice n'a pas toujours besoin de tribunaux. Parfois, elle naît dans le cœur d'une vieille femme qui refuse de laisser la laideur gagner. Je tournai légèrement la tête vers Lucas. « Tu sais, » il continua de jouer. « Dans une sonate, la beauté ne vient pas du conflit. » Je souris doucement. Elle vient de la façon dont les thèmes se réconcilient à la fin. La musique s'éleva doucement dans la maison, et pour la première fois depuis longtemps, cette maison ne ressemblait plus à une forteresse. Elle ressemblait à ce qu'elle avait toujours voulu être, un lieu où la vérité peut enfin respirer. Parfois, lorsque la musique s'arrête et que la maison retrouve son silence, il reste une question qui continue de résonner longtemps dans l'esprit. Cette histoire n'est pas seulement celle d'une mère trahie ou d'un héritage disputé. C'est l'histoire d'un moment où une femme comprend que la véritable force ne consiste pas à écraser ceux qui nous ont blessés, mais à les obliger à regarder leur propre reflet. La vie nous enseigne souvent cela trop tard. La famille n'est pas un droit automatique. Elle est une responsabilité fragile que chacun doit protéger. L'argent peut acheter des maisons, des terres, des œuvres d'art, mais il ne peut jamais acheter la loyauté ni la dignité. Et parfois, la plus grande victoire n'est pas de punir, mais de mettre chacun face à la vérité. Une mère peut pardonner beaucoup de choses, les erreurs, les faiblesses, les égarements, mais elle ne doit jamais accepter que l'amour soit remplacé par la cupidité. Parce qu'à partir de ce moment-là, ce n'est plus une famille, c'est simplement une bataille pour le pouvoir. Et vous, avez-vous déjà vécu un moment où la confiance familiale a été brisée? Avez-vous déjà découvert un jour que quelqu'un que vous aimiez portait un masque que vous n'aviez jamais vu? Pensez-vous qu'une mère doit toujours pardonner à ses enfants? Ou existe-t-il une limite où l'amour doit aussi devenir justice? Si cette histoire vous a touché, nous aimerions beaucoup entendre la vôtre. Derrière chaque famille se cache souvent une histoire silencieuse, parfois douloureuse, parfois lumineuse. Si vous le souhaitez, partagez votre expérience dans les commentaires.
Peut-être qu'un jour, votre histoire deviendra elle aussi un récit que d'autres écouteront pour comprendre, pour réfléchir, ou simplement pour se sentir moins seul. Car au fond, les plus belles histoires ne parlent pas seulement de justice ou de vengeance. Elles parlent de la force discrète de ceux qui refusent de laisser leur cœur se durcir. Ripped up the carpet in my room, so it was just raw floorboards. Sorry for saying the word raw while making eye contact with stream. Hey, so why are we holding the lids on? It's fine. Sorry. So it landed upside down. I hope it spills. Well, now you said that, I'm scared. So I had, but it like, the smoothie went everywhere, but I had to, as I lifted it, I just had to commit to my fate of lifting up the smoothie bottle and just allowing it all to spill out everywhere. That was a really bad day. And then there was the day that I knocked it over on my desk and just drowned everything on my desk. Like my mouse mats, both my keyboards, both my mouses, just everything. I had all the important mortgage documents I had on my desk. Why is it not moving? It is. Oh, it has frozen actually. I thought you'd really biffed it. It's got quite a lot of frozen blueberries in it. Did you see that? It just like, yeah, it's actually not moving really, is it? Oh, maybe I'll go put some more oat milk in it and it's actually a solid mass. It's not a smoothie, it's a solidy. That's really rough, Kate. Anyway, Raz, it's lovely